Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Alors, c'est une guerre économique que lance Donald Trump. Le Canada se retrouve au centre de ça, mais toi tu dis c'est aussi une guerre entre les États-Unis et la Chine parce que toute la nuit, pendant que nous on dormait, la Chine répliquait là, au tarif de Trump. En augmentant les tarifs à l'importation de toutes sortes de denrées qui viennent des États-Unis, du porc, du coton, du soya, plein de choses. J'ai vu qu'on avait même mis 15 entreprises américaines sur une espèce de liste de surveillance des importations. Donc la Chine frappe sur toutes sortes de fronts, là. Exactement. Et je pense que les Chinois étaient absolument prêts. Donald Trump avait annoncé qu'il n'augmenterait pas de 10%, mais de 20% les droits douaniers à l'endroit des produits chinois. Et les Chinois, plutôt, eux, que de beaucoup parler, se sont préparés. Et puis, cette nuit, dans les secondes qui ont suivi l'annonce du président Trump, ou la confirmation par le président Trump de ce qu'il allait imposer ses droits douaniers, ils sont passés à l'action, comme pourrait le faire un peu plus tard aujourd'hui le Canada. Le paradoxe en ce moment, c'est qu'on est dans un cas de figure où d'un côté, Donald Trump est en train de travailler à réduire, éliminer ou temporairement suspendre les sanctions économiques à l'endroit de la Russie qui avaient été mises en place en particulier depuis l'invasion de février 2022 et de l'autre côté, augmenter les droits douaniers à l'endroit de ses principaux partenaires commerciaux, le Mexique et le Canada. La Chine, qui est certainement pas un ami, mais un partenaire commercial important aussi, tant pour les besoins du marché américain que pour l'exportation, passe à la moulinette en attendant que les Européens trinquent à leur tour parce que c'est annoncé. C'est plutôt au moment du renouvellement de certaines ententes au printemps, en fait en avril, dans un mois que les choses devraient démarrer du côté des Européens. Mais c'est une guerre commerciale qui, on l'a vu, ça fait une semaine qu'on parle de ça, les marchés financiers sont fragiles. Alors, il aurait peut-être été en dehors des manœuvres de M. Trump. C'est un marché qui est un peu étiré, mais ce sont aussi des économies. Quand je dis des économies, je parle de l'économie américaine, de plusieurs économies européennes, à un moindre degré l'économie canadienne, mais qui ont des problèmes de finances publiques assez accentuées, de dette, de service de la dette. Donc, tout ça ensemble pourrait former une espèce de tempête parfaite. Il faut toujours faire attention quand on prévoit ou annonce ce genre de choses, et c'est pas ce que je fais, mais je regarde ce qui s'est passé sur les marchés hier, je regarde ce qui se passe en ce moment en Europe, beaucoup de nervosité, des marchés qui sont dans le rouge profondément, des indices qui sont comme des boules de cristal, c'est-à-dire le marché obligataire 10 ans, le 13 janvier, une semaine avant l'investiture, quand tout était au vert, le marché obligataire anticipait de l'inflation et des problèmes justement avec les finances publiques qui étaient à 4,80 le taux d'emprunt. C'est très élevé. Là, il est à 4,16 ce matin. Alors, tu me diras, c'est très technique, mais c'est une chute radicale. Les marchés obligataires, c'est pépère, ça bouge pas vite. Qui démontre un pessimisme sur l'état de l'économie réelle. Là. Exact. Très, très, très sérieuse indication, mauvaise note pour une économie qui pourrait se détériorer. Et ça, c'est plus fort que toutes les intentions d'un président américain, quelle que fût sa force. Stéphane, évidemment, la question que tout le monde se pose ce matin, c'est quoi les options pour le Canada? Là, on a toute cette idée, le Canada va devoir diversifier son économie, se faire d'un nouveau partenaire. Or, il y a deux faits défavorables au Canada. Un, la géographie. T'sais, c'est plus facile pour une entreprise de la Beauce de mettre les affaires dans le camion et de les amener 4-5 heures à côté, une petite traite de camion. Deuxièmement, les dernières années, le Canada s'est pogné avec la Chine, le Canada s'est pogné avec l'Inde, à mon avis, ce qui est une erreur historique. Le Canada s'est fait des ennemis, en fait, jamais eu aussi peu d'alliés. Puis on se fiait sur l'allié américain, puis là, tout à coup, l'allié américain n'en est plus un. On fait quoi demain matin? Un allié bien incertain. Je te réponds. Si je te parlais tout à l'heure de crise financière possible qui pourrait venir jouer des tours à Donald Trump, et ça va me permettre de répondre à ta question, c'est que dans un cas comme celui-là, il pourrait être forcé de remettre en question certaines de ses décisions, ou en tout cas une partie de son implacable plan tel qu'il déroule depuis quelques semaines. Parce que l'a priori, c'est que évidemment, le marché, l'économie et la bourse, ce sont des choses qui importent à M. Trump, qui avait promis à ses électeurs que ça serait comme dans le bon vieux temps, celui où il était président en 2017 et 2021. Et notre a priori, c'est de se dire,
si les choses se détériorent, si les choses vont mal, si les marchés piquent du nez, peut-être que ça va effectivement forcer Donald Trump à se remettre en question ou en tout cas changer un peu son plan de match. Alors, c'est mon hypothèse, c'est celle de beaucoup de monde, et ce qui ferait donc penser qu'il reviendrait en arrière ou serait tenté d'amender certaines des décisions, entre autres sur les droits douaniers, les tariffs, le plus beau mot, selon M. Trump, derrière Love, God and Family. There are going to be tariffs. Tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Oh là. Bon. C'est comme si Dieu nous parlait. Oui, exactement. Donc, je te dis ça parce que les tarifs et tout ce qui est en train de mettre en place pourraient peut-être être suspendus s'il fallait que l'économie se mette à dézinguer. On n'est pas encore là, mais je lisais, c'est pas mon idée, Chamath Palihapitiya, qui est un milliardaire américain, mais qui est né au Sri Lanka et qui a passé une partie de sa vie à Ottawa, qui a été élevé à Ottawa, donc canadien en plus d'être américain, qui collabore beaucoup à un podcast qui cartonne très fort, qui s'appelle All In. Et Chamath Palihapitiya, cette nuit, faisait un petit tweet ou un X disant, compte tenu que la base électorale du président Trump, c'est de plus en plus des jeunes personnes, des personnes de la classe moyenne, sinon des gens à revenus relativement modestes. Est-ce qu'on peut pas même présumer qu'une détérioration des conditions économiques pourrait être, puis il met des guillemets, mais favorable parce que le coût d'habitation pourrait être plus bas, c'est-à-dire que ça pourrait affecter le marché d'habitation et que ça pourrait aussi permettre à d'éventuels investisseurs d'entrer dans le marché alors qu'il est trop dopé. Donc, est-ce que Donald Trump immédiatement ferait le calcul politique que si ça va mal sur les marchés, sa cote à lui va mal, c'est peut-être plus compliqué qu'on l'imagine. Et pour le Canada, donc, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer, ce régime, ce traitement de faveur, alors qu'on a quand même une entente de libre-échange en bonne et due forme avec Donald Trump? Et est-ce qu'on a des options? L'Inde, tu le disais, c'est en ce moment l'espèce de bouée de sauvetage pour les Européens. Enfin, qui en parle comme tel, la patronne de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, était là la semaine dernière parce que c'est un énorme marché, très protectionniste, mais où il y a de bonnes affaires à faire et c'est ce qu'on essaie de développer. La France a des bonnes relations avec le premier ministre indien. Canada, en ce moment, inutile de revenir sur les détails, ça va plutôt mal, des accusations très sérieuses proférées par le premier ministre, les services secrets indiens qui seraient venus éliminer des ennemis du régime en sol canadien. Alors, il y a l'Europe. Parce que de plus en plus, on dit, est-ce que le Canada pourrait pas devenir même un membre de l'Union européenne? On a eu cette conversation. Je pense qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Je suis pas sûr qu'on voudrait non plus se rallier à toutes les conditions. Mais c'est peut-être la première fois depuis longtemps que, en particulier en France, la ratification du traité de libre-échange, le CETA, qui a été mise à mal, le Sénat a voté contre. Ouais, ça pourrait devenir plus populaire, là. Exactement. Alors, l'Assemblée nationale va se prononcer peut-être au cours des prochaines semaines ou prochains mois parce qu'il y a peut-être une ouverture où on va dire, mais savez-vous finalement, avoir un deal avec le Canada, c'est pas la pire des choses. Est-ce que ça va remplacer pour autant le partenaire américain? On est loin du compte. Ce soir, on attend ce discours. Hier, M. Trump a promis un grand discours. Ce qui est, habituellement, on appelle ça le discours sur l'état de l'Union. Mais là, comme c'est une année électorale que M. Trump est seulement au pouvoir depuis 2 ans, on fait une espèce d'équivalence, donc de grand discours au Congrès. Est-ce que tu penses qu'il va répéter ses rengaines habituelles, des thèmes connus, ou il va en profiter pour faire des annonces? Ben, si je me fie au discours de M. Trump depuis quelques semaines, il répète en général 3 affaires. Hein. Si j'avais été là, il n'y aurait pas eu d'inflation aux États-Unis. Si j'avais été là, il n'y aurait pas eu de 7 octobre. Si j'avais été là, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Alors, est-ce qu'il va revenir sur ça? C'est clair, en tout cas, que si l'idée d'appuyer et de marteler un clou, c'est la bonne façon de faire passer un message en communication. Donald Trump travaille très fort à faire passer son message en communication. C'est vrai que c'est pas un discours sur l'état de l'Union. Je serais tenté de dire sans blague que c'est un discours sur l'état de la rupture. Donald Trump, depuis 5 semaines, a fait la démonstration qu'il était prêt en tabarnouche et qu'il est essentiellement dans la rupture sur tous les fronts, y compris sur la question ukrainienne qui est pressante en ce moment et où on a appris dans les dernières heures que l'administration était prête, non seulement prête, avait commencé à suspendre l'aide militaire économique pour faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il accepte les conditions qui, disons-le, lui ont été pas mal dictées par l'administration. À moyen terme, ça va faire mal. Demain matin, ça changera pas grand-chose, mais très rapidement.
les Ukrainiens disent 30% de leur potentiel de défense est le fait des Américains. Je soupçonne que c'est un peu plus que ça, mais là où c'est critique, c'est pas tellement les systèmes d'armement, ils les ont, c'est les munitions, c'est les missiles, c'est les obus, et pour ça, ils ont besoin des Américains. Je pense aussi que c'est le renseignement, puis les satellites, puis toutes sortes de petites aides comme ça, pour savoir est où la cible. C'est une chose d'avoir un missile à tirer, mais c'est toujours le fun quand tu sais exactement où la cible pour pas le tirer à l'aveuglette. Et c'est majeur. Et ça, le robinet, il se ferme en 5 secondes. C'est-à-dire que tu donnes ou pas l'information. Elle n'a pas à transiter par la frontière à bord d'un train. Le renseignement, c'est en temps réel. Puis évidemment, là où ils sont le plus vulnérables, c'est leur réseau Internet, qui pour beaucoup est le fait de Starlink. Donc Elon Musk, qui à ce jour dit « Je n'ai jamais menacé les Ukrainiens d'arrêter le service », mais une partie du service est fournie par le Pentagone qui paie Starlink et donc Elon Musk. Le Pentagone pourrait dire, nous, on a aussi fini de payer pour ça. Ça mettra les Ukrainiens dans une position extraordinairement difficile. Donc, pas cette semaine, mais dans 2 semaines. Je reviens à ce discours sur l'état de l'Union ou l'état de la rupture. On est pas mal dans ça. Avec l'Ukraine, avec l'ensemble de la fonction publique américaine sur tous les fronts. It's a brave new world. Vraiment. Merci Stéphane. À demain.